Notre premier invité, c'est Quentin Blétry. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors, vous êtes géophysicien, chargé de recherche IRD à GeoAzur, et vous allez nous présenter comment mieux anticiper les séismes et les tsunamis à l'aide d'une intelligence artificielle. Alors, peut-être pour commencer, c'est peut-être pas connu de tous, on va le rappeler, mais en fait, les séismes et les tsunamis, ce sont deux phénomènes qui sont étroitement liés, qui sont intimement liés. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà comment se produit un séisme ? Oui, alors un séisme, ça se produit quand vous avez deux blocs de roche qui bougent l'un par rapport à l'autre. Alors la Terre, elle est découpée en plein de blocs. Les plus gros, c'est ce qu'on appelle les plaques tectoniques, mais il y en a à toutes les échelles, donc il y a des grandes, des petits. Et les blocs, ils bougent constamment un petit peu les uns par rapport aux autres, mais au niveau de leur interface, c'est-à-dire là où ils se touchent, la plupart du temps, ils ne bougent pas. Et donc ça s'accumule, les pressions, parce que le reste bouge, et ça va se débloquer d'un coup, et c'est ce déblocage qui va créer un séisme le long de la faille. D'accord. Et donc c'est la rupture oui, qui crée ce séisme. Alors, comment un séisme peut être à l'origine d'un tsunami ? Alors ça se passe donc le long des failles de subduction, c'est-à-dire les plus grandes failles du monde. Ouais. À l'interface entre les grandes plaques tectoniques, vous avez en général la plaque océanique qui descend sous une plaque continentale. Donc là, pareil, vous avez les plaques qui bougent les unes par rapport aux autres tout le temps, mais la plupart du temps, c'est bloqué au niveau de la faille, c'est-à-dire là où ça se touche, et ça va se débloquer. Et au moment où ça se débloque, eh bien, la Terre sous l'océan va monter. Et du fait que le fond de l'océan monte sur des centaines de kilomètres pour les très grands séismes, l'eau qui est au-dessus, forcément, elle va monter aussi. Et elle va se retrouver au-dessus de son niveau normal. Et ça, la gravité, elle fait que ça ne dure pas très longtemps. Donc tout ce volume d'eau, cette masse d'eau qui flotte au-dessus du niveau de la mer, elle va se rééquilibrer. Et ce rééquilibrage, en fait, ça va faire une vague. Et cette vague, c'est un tsunami. D'accord. Juste une petite précision avant de continuer. C'est toujours un séisme qui est à l'origine d'un tsunami ? Pas forcément. On peut aussi avoir des tsunamis d'origine de glissement de terrain. Quand vous avez un grand glissement de terrain dans la mer, pareil, vous avez un grand volume de roche qui va se retrouver dans la mer. Du coup, l'eau qui était dans la mer, elle est obligée de monter. Et pareil, ça peut faire un tsunami. Vous pouvez aussi avoir des chutes de météorites. Alors, il n'y a pas eu récemment, mais dans l'histoire de la Terre, il y en a eu des énormes qui ont fait. Donc non, c'est pas réservé au séisme, mais c'est ce qui est le plus fréquent. D'accord. Alors en fait, finalement, ce sont les tsunamis qui sont souvent qui provoquent le plus de dégâts et aussi de victimes, contrairement au séisme. C'est d'ailleurs ce que nous a rappelé le séisme en mars 2011, qui a produit un grand tsunami et qui a été à l'origine de la catastrophe de Fukushima au Japon. Le problème aujourd'hui, c'est que finalement, on ne peut pas réellement prédire les séismes. On parle plutôt d'alerte précoce, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui. Alors prédire les séismes, ouais, ça serait vraiment bien, ça limiterait énormément le nombre de morts. Mais on a tout essayé. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Il n'y a pas de signaux précurseurs, il n'y a pas de choses spéciales qui se passent qu'on pourrait observer dans les sismogrammes avant un séisme. Donc quand ils arrivent, on est toujours surpris. On n'arrive pas à les prédire. Ouais. C'est déjà trop tard, ouais. Donc ce qu'on fait, c'est ce qu'on regroupe sous le terme d'alerte précoce. C'est tout ce qui peut se faire une fois que le séisme a commencé. Avant qu'il commence, pour l'instant, on ne sait rien faire. On commence à faire des choses du moment où ça se déclenche. D'accord. Alors, pour faire cette alerte précoce, on s'appuie sur les ondes sismiques. Il en existe plusieurs sortes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ces différentes sortes ? Décrivez-nous-les. Ouais, alors donc les premières qui arrivent, c'est toujours les ondes P, des ondes de compression, des ondes comme un accordéon qui font ça s'étend, ça se compresse, ça se dilate. On les voit en orange sur le graphique, là, ouais. C'est ça. Donc c'est les plus rapides qui voyagent à peu près à 6 km par seconde. C'est quand même très rapide, 6 km par seconde, mais c'est pas instantané. Et ça, c'est une chose qui est positive parce que ça veut dire que nos systèmes de télécommunication qui voyagent à la vitesse de la lumière peuvent aller plus vite. C'est-à-dire que quand on commence à capter les premières ondes sismiques sur les capteurs les plus proches de la source, ça laisse du temps pour envoyer le signal à un centre de traitement de données qui va pouvoir essayer d'estimer une magnitude pour lancer une alerte ou pas aux régions un peu plus éloignées que les capteurs, sachant que ça va être l'histoire de quelques secondes. Et aussi, autre chose qui est intéressante, c'est que les ondes les plus destructrices en général sont les ondes S, qui sont des ondes de cisaillement, un peu comme un serpent, qui arrivent un peu plus tard, et donc ça laisse encore un petit peu de temps. Mais on parle, dans le meilleur des cas, que quelques secondes, quelques dizaines de secondes.
Et ensuite, dans le cas d'un séisme en mer, vous avez le tsunami qui va arriver qui, lui, prend plusieurs dizaines de minutes. Donc là, on a un peu plus de temps pour l'alerte. D'accord. Alors en 2017, il y a eu une découverte majeure qui, si j'ose dire, a fait l'effet d'un séisme dans le domaine, puisqu'on a découvert un nouveau type d'onde, enfin en tout cas qui était inconnu jusque-là. Ce sont les ondes PEGS, c'est bien ça? On appelle ça les ondes PEGS? Oui, alors on les appelle PEGS pour Prompt Elastogravity Signal. En français, on vulgarise souvent ça sous le terme d'onde gravitationnelle, parce que c'est vraiment une histoire de gravité. En fait, quand un grand séisme se produit, il bouge une énorme masse de roches. Ouais. Et donc, quand vous bougez une énorme masse de roches comme ça affecte le champ de gravité terrestre. Et donc, cette perturbation du champ de gravité terrestre va se propager comme une onde gravitationnelle. Et donc, ça veut dire à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'on les reçoit, qu'on peut les enregistrer avant les ondes sismiques, puisque la gravité voyage beaucoup plus vite que les ondes sismiques. D'accord. Et donc, c'est ce qu'on voyait sur le schéma, là. C'est une découverte assez récente. On était passé à côté depuis toujours, parce que le signal est extrêmement faible. Il est tout petit. Il est 6 ordres de grandeur plus faible que les ondes sismiques. C'est ce qu'on voit à droite du trait noir, c'est ce qu'on voit en gras, en rouge, en gras, c'est bien ça? C'est exactement ça. Donc avant le trait noir, c'est le début du séisme. Donc Ok. avant, on voit du bruit, c'est normal. Et après, on devrait voir aussi du bruit parce qu'il faut attendre que les premières ondes sismiques arrivent. Et là, on a coupé les formes d'ondes au moment où les ondes sismiques doivent arriver. Donc tout ce qu'on voit avant en gras, ça devrait être du bruit, mais vous voyez qu'il y a une structure dans le signal, il se passe quelque chose ici. Ouais. Et ce quelque chose, c'est les ondes gravitationnelles. D'accord. Et simplement pour expliquer aux gens qui regardent aussi, pourquoi il y a différentes lignes, eh bien c'est simplement parce qu'il y a différentes stations qui enregistrent ces fameuses ondes à différents endroits. Alors, vous avez réussi à entraîner une intelligence artificielle pour détecter ces ondes. Comment ça fonctionne? Alors, l'idée, c'est d'extraire le signal qui est contenu dans ces formes d'ondes pour estimer le plus rapidement possible la magnitude d'un séisme. Alors, vu que pour que ça marche, pour qu'on voit ce signal, il faut que le séisme soit énorme. C'est quelque chose qu'on pense peut marcher pour les très grands séismes, pour estimer le tsunami. Et donc, notre algorithme d'intelligence artificielle, il va scanner les formes d'ondes qui se passent en direct, donc ce qu'il enregistre en direct. Ouais. Et quand il voit une structure comme celle que je vous ai montrée, il va directement associer à cette structure une magnitude du séisme et une localisation. D'accord, il fait une association. Pouvoir donner, il fait une association en temps réel, ce qui va nous donner du temps pour éventuellement alerter les autorités. D'accord. Et alors là, justement, le graphique qu'on a vu passer très rapidement, finalement, on voyait donc la simulation, ce que donne finalement l'algorithme. C'est en les traits noirs et pointillés, hein, c'est ça? Alors là, c'est pas l'algorithme, c'est juste une modélisation. Donc qu'on fait avec des équations. C'est-à-dire qu'un signal gravitationnel, on sait théoriquement modéliser comment ça se passe. Et donc, vous voyez en noir, c'est le modèle pour le séisme de Tohoku, donc qui était à l'origine de ce signal. Et en rouge, c'est la donnée. Donc, vous voyez que ça correspond très bien. Et donc, ça veut dire qu'on sait modéliser ce signal. Et une autre chose qui est intéressante, c'est que vous voyez la courbe pointillée bleue. C'est la même chose si on simule pour un séisme de magnitude 8.5 au lieu d'un 9, parce que ce séisme-là est un magnitude 9. Et vous voyez que c'est clairement différent, ce qui veut dire qu'il y a de l'information dans ce signal sur la magnitude du séisme, et ceci avant les premières ondes sismiques. Donc c'est vraiment intéressant pour faire de l'alerte. D'accord. Alors j'ai deux dernières petites questions avant de conclure. Combien de temps on peut gagner avec cette méthode? Alors combien de temps on peut gagner? C'est difficile à évaluer. L'idée, c'est dans ce cas précis, pour estimer le tsunami, c'est que ça soit fiable déjà. Et avec cette méthode, ça a l'air d'être plus fiable qu'avec les méthodes traditionnelles, parce que les instruments ont tendance à saturer pour des signes de très grande magnitude. L'idée ici, c'est vraiment d'arriver à faire la différence entre un magnitude 7 qui ne va pas produire de tsunami et un magnitude 9 pour lequel il faut tout arrêter parce que ça va faire des dégâts considérables et par exemple casser une centrale nucléaire. Voilà. Vous montrez ça, c'est une très bonne transition. Donc vous voyez en marron, donc en jaune d'abord, c'est la magnitude de ce séisme, donc du Japon en 2011, en temps réel. Donc un séisme de magnitude 9, c'est pas instantanément un séisme de magnitude 9, il faut le temps que ça grossisse, ça prend quelques minutes. Vous voyez ici que ça devient magnitude 9 seulement au bout de 120 secondes. 100 secondes, ouais.
Ouais, un peu plus. Et donc, en marron, vous avez l'estimation en temps réel du système japonais de l'époque, en 2011. Et vous voyez qu'à partir de 8, il n'arrive pas à dire que c'est plus gros que ça, parce que les instruments saturent. Et donc, pendant même plusieurs heures, il a quasiment fallu une journée pour se rendre compte que c'était un magnitude 9. Donc, au bout d'une journée, le tsunami il était déjà arrivé. Et vous voyez qu'avec notre algorithme d'intelligence artificielle qu'on a développé, ça nous donne le résultat en bleu. Et donc, assez vite, au bout de 120 secondes, on sait que c'est un magnitude 9. C'est quasiment Et du ça a temps l'air d'être réel, plus fiable. presque. Quasiment du temps réel. Du temps, ouais, c'est du temps réel. Donc là, on a un petit décalage, mais oui, c'est un petit décalage qui vient du fait qu'on a besoin d'attendre que le séisme ait atteint une certaine magnitude avant de voir le signal. D'accord. En tout cas, magnitude 7, il ne le voit pas. chaque seconde compte. Dernier mot très rapidement. Vous êtes donc au Pérou pour une mission. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots? Pourquoi vous êtes dans ce pays? Alors, la raison principale, c'est qu'il y a des énormes séismes dans ce pays, et en particulier, on attend un très gros séisme au large de Lima. Et donc, avoir un système d'alerte, en particulier pour les tsunamis, ça pourrait vraiment être utile ici. Et donc, je suis venu travailler avec les collègues péruviens pour développer l'algorithme un peu plus et l'installer au Pérou.